Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à identifier les étapes projet. Dans cette vidéo, je vais décrire les différentes étapes projet qui sont donc avant-projet, conception, réalisation, validation et bilan fin de projet. Voilà, je suis Saad Rachid et je suis ravi de vous présenter cette vidéo. D'abord, commençons par la réponse à la question qu'est-ce qu'un projet? Alors, un projet est défini par un ensemble d'activités qui sont prises en charge dans un délai donné et dans des limites de ressources imparties par des personnes qui y sont affectées dans le but d'atteindre des objectifs définis. Donc ça, c'est une définition qu'on trouve dans la source AFNOR. Alors, voilà, je vous explique. Donc, de l'expression des besoins jusqu'à la mise à disposition d'un livrable. Alors, différentes phases vont se succéder. Donc, votre projet va ainsi être décomposé en une suite d'étapes liées les unes aux autres qui vont permettre d'atteindre le but final. Donc, chaque étape projet regroupe un ensemble d'actions à entreprendre afin de répondre à un besoin défini dans des délais fixés. Donc, le but de cette vidéo est de vous décrire donc les étapes projet. Donc, allez-y. Alors, quelles sont les étapes projet? Donc, un projet peut être découpé en étapes suivantes. Donc, avant-projet ou cadrage, conception, réalisation, validation et bilan de fin de projet. Donc, commençons d'abord par la première étape qui est avant de projet. Donc, l'étape avant-projet est constituée d'un ensemble d'études permettant de définir les caractéristiques principales de base d'un projet. Donc, la première étape de l'avant-projet s'appelle l'étude d'opportunité. Donc, je pense que vous avez déjà entendu ce genre d'étude. Donc, cette étude permet de répondre à la question suivante. Donc, faut-il, oui ou non, aller de l'avant et démarrer le projet? Donc, les autres phases de cette étape-là, qui est l'avant-projet, c'est l'étude faisabilité et cahier de charge. Donc, on peut dire que l'avant-projet peut être scindé en trois étapes, trois sous-étapes. Voilà. Donc, étude d'opportunité, étude de faisabilité et cahier de charge. Alors, détaillons un petit peu l'étude d'opportunité. Donc, cette étape, à quoi sert-elle? Alors, comme j'ai déjà dit, l'étude d'opportunité permet de répondre à la question suivante. Donc, faut-il, oui ou non, aller de l'avant et démarrer le projet? Donc, comme vous le constatez, c'est une étape qui est très importante. Donc, qu'est-ce qu'on doit analyser dans cette étude-là? Donc, voici les points qui sont concernés lors de l'étude d'opportunité. Donc, périmètre, et il faut analyser le périmètre, c'est-à-dire qu'il faut identifier l'origine du besoin, donc pourquoi a-t-on besoin de ce projet, et définir quelles sont les personnes concernées. Alors ensuite, il faut décrire l'existant. Donc pour cela, il faut faire un état des lieux, donc l'organisation, fonctionnalité, contraintes, points forts et points faibles, etc. Donc dernier point à analyser, donc il se focalise sur les enjeux. Donc quels sont les gains attendus en termes de qualité, quantité, organisation et bien sûr finances. Alors la deuxième étude, c'est l'étude de faisabilité. Donc cité économique, donc organisationnelle et technique du projet. Est destinée, bien sûr, cette étude à une instance décisionnelle. Donc, l'objectif de cette étude est de permettre aux décideurs de se situer le projet dans l'environnement de l'entreprise et d'en mesurer l'impact lors de la mise en œuvre. Donc, l'étude de faisabilité est composée d'éléments suivants. Donc, il y a les éléments suivants qui sont au nombre de 5. Donc, analyse de la demande. Donc, il faut décrire le besoin exprimé par l'utilisateur ainsi que le périmètre du projet. Donc, deuxième chose, il faut l'étude de faisabilité compose des objectifs recherchés. Donc, il faut répondre à la question qu'attendons donc nous de ce projet. Donc, exemple de réponse, améliorer le système existant, augmenter la productivité, minimiser les coûts, etc. Donc, un autre élément dans l'étude de faisabilité, c'est le bilan d'existant. Donc, il faut présenter de manière générale l'existant, ainsi qu'un bilan de système actuel. Donc, il faut faire ici un audit, sorte d'audit.
Donc aussi, il faut faire un autre élément, c'est la présentation des solutions ou des scénarios. Donc ici, il faut décrire la solution donc dans son aspect fonctionnel, technique et impact. La faisabilité aussi, donc il faut présenter les avantages et les inconvénients de la solution et les conditions de mise en œuvre. Donc en termes de moyens humains, matériels, documentation, etc. Et le dernier élément de l'étude de faisabilité, donc il faut faire une conclusion et des propositions. Donc là, il faut proposer un tableau comparatif des différentes solutions proposées afin de faciliter le choix de l'une à l'autre. Cahier de charge. Donc, nous avons dit que l'étape avant-projet peut être scindée en trois. Donc, étude d'opportunité et de faisabilité et le cahier de charge. Alors, qu'est-ce que le cahier de charge? Donc, il s'agit d'un document contractuel décrivant ce qui est attendu du maître d'œuvre, c'est-à-dire celui à qui le projet va être confié. Et donc, le porteur de projet est dénommé le maître d'ouvrage. Donc d'abord, donnons la définition de ces deux notions. Donc maître d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc le maître d'ouvrage, ou bien dénommé aussi la maîtrise d'ouvrage, c'est le porteur de projet, c'est-à-dire celui qui définit les besoins à réaliser. Donc le maître d'ouvrage confie le projet à la maîtrise d'œuvre, dénommé aussi maître d'œuvre. Donc ce dernier, le maître d'œuvre, donc c'est lui qui conduira les travaux et sera responsable du produit jusqu'à sa réception et qu'il clôt le projet. Alors le cahier de charge est donc élaboré par le maître d'ouvrage et destiné bien sûr au maître d'œuvre. Donc ce document décrit plus précisément possible, donc avec un vocabulaire simple, les besoins auxquels le maître d'œuvre devrait répondre. Donc le cahier de charge aussi doit essentiellement faire apparaître le besoin de manière fonctionnelle, indépendamment de toute solution technique. Donc il permet d'une part de garantir au maître d'ouvrage que les livrables seront conformes à ce qui est écrit, donc ça c'est un. Et d'autre part, donc, le cahier de charge va permettre d'éviter les demandes de modification ou la réalisation de nouvelles fonctionnalités non prévues, non définies initialement au fur et à mesure de l'avancée. Un cahier de charge est un document de référence et un outil de dialogue modifiable en cours de projet, même si idéalement tout devrait être défini dès le début. Alors, la première étape projet, c'est avant projet ou cadrage. Et maintenant, la deuxième étape, c'est la conception. Alors, après l'étape de avant-projet, dénommée aussi cadrage, donc vient l'étape de la conception. Donc, durant cette étape, cette phase, vous devez mener simultanément l'étude des données et des traitements à effectuer. Donc, ces deux études peuvent se faire en général grâce aux techniques de modélisation. Donc, vous pouvez utiliser donc ici UML ou la méthode Meurice. Alors, dans cette étude, donc, découlera la description des bases de données à créer, les programmes à écrire et la façon dont tout devra être intégré. L'étape suivante, c'est la réalisation. Donc, l'étape de réalisation correspond au développement de l'application, c'est-à-dire à l'écriture des programmes. Donc, vous devez au préalable et avant de démarrer la programmation, donc organiser ces développements dans le temps en effectuant une planification, bien sûr, ce qui est important ici. Alors, cette activité consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches du projet et à estimer leurs charges et à déterminer les profils nécessaires à leur réalisation. Donc, cette étape peut être découpée chronologiquement en phases, donc en phase suivante. Donc, voilà ce qui doit être fait. Donc, il faut exprimer les tâches. Donc, par qui? Il faut déterminer les sources humaines et matérielles. Comment les résultats, c'est-à-dire les livrables, doivent être présentés. Et quatrième phase, c'est comment les valider et à quelle étape. Alors, étape de validation, donc lorsque le programme est réalisé, le maître d'œuvre doit s'assurer qu'il répond bien
au cahier de charge. Donc pour cela, il est nécessaire de réaliser des tests. Alors, ces derniers se feront sur des plateformes dédiées selon les besoins par des testeurs, couvrant l'intégralité des tests nécessaires à la validation technique du bon fonctionnement du livrable et bien sûr, surtout de la concordance fonctionnelle du livrable avec les exigences formulées dans le cahier de charge. Donc, par conséquent, alors on peut scinder cette étape de validation en deux phases. Donc, les tests techniques et les tests fonctionnels. Donc, on peut dire que cette étape de validation, on peut dire aussi s'appelle les tests. Alors, j'ai dit qu'il y a deux types de tests. Il y a des tests techniques et tests fonctionnels. Alors, commençons par les tests fonctionnels. Donc, ils sont réalisés ici généralement par les développeurs. Alors, nous trouvons ici trois tests. Il y a les tests unitaires, tests d'intégration et les tests de performance. Alors, les tests unitaires, donc ce genre de test permet d'assurer le fonctionnement correct donc d'une partie ou d'un module d'une application. Donc, il s'agit pas pour le programmeur de tester un module indépendamment du reste du programme, donc afin de s'assurer qu'il répond aux spécifications fonctionnelles. Alors, il y a les tests d'intégration. Donc, ces tests succèdent aux tests unitaires et constituent, après validation de chaque développement, donc à vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble, ici des modules développés unitairement dans le futur. Contexte technique d'utilisation, donc afin de livrer un produit fini. Alors, les tests de performance ici, de performance, qui sont destinés à vérifier que la montée en charge, c'est-à-dire le nombre de connexions simultanées équivalent à la population utilisatrice cible, n'engendre pas une dégradation des performances ou une dégradation minime, garantissant encore une utilisation de livrable dans les conditions acceptables. Alors, ce sont les tests techniques. Donc, je reprends, il s'agit de tests unitaires, d'intégration et tests de performance. Alors, toujours dans l'étape de validation, ou bien l'étape de test, il y a les tests fonctionnels. Donc, ces tests ne se concentrent que sur les fonctionnalités d'une application. Donc, sans se soucier des délais d'implémentation. Donc, contrairement au test unitaire, c'est un test qui est pratiqué par l'utilisateur final, donc qui peut ainsi, et selon des scénarios prédéfinis, donc parcourir les menus de l'application pour contrôler donc chacun d'eux, et il valide alors la présence de chaque fonctionnalité attendue et la conformité de son comportement donc face aux exigences. Donc, les tests fonctionnels complètent les tests unitaires. Donc, voilà. Alors, passons maintenant à l'étape livraison. Donc, il s'agit de fournir l'application, c'est le livrable. Donc, il s'agit de fournir l'application aux utilisateurs finaux. Donc, cette livraison pourrait se faire en deux temps. Donc, un site pilote et deux généralisation. Alors, site pilote, ici, il s'agit de la mise en place des sites pilotes permet de tester donc l'ouvrage dans sa dimension globale technique comme dans celle de l'organisation et de l'adhésion des utilisateurs. Donc, l'expérience des sites pilotes permet de préparer le déploiement et de mieux en appréhender la charge et d'en identifier les bugs ou dysfonctionnements découverts et de les corriger. Donc, en ce qui concerne la généralisation, ici, il s'agit du déploiement du livrable auprès des utilisateurs finaux. Donc, un déploiement réussi sur les sites pilotes ne signifie pas systématiquement que le déploiement généralisé réussira. Donc, en effet, lors de l'expérimentation, les référents des sites pilotes auront une motivation différente de celle des utilisateurs. De plus, chaque dysfonctionnement sera mis sur le compte de l'expérimentation. Donc voilà, donc la généralisation implique souvent des changements dans les habitudes de travail. Alors, dernière étape du projet, c'est le bilan de fin de projet. Donc l'objectif, en fait, c'est un document. Donc l'objectif du bilan de projet, est donc de distinguer
les éléments positifs et les améliorations à apporter dans la conduite du projet, donc dans la coordination des équipes, dans la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais. Donc il doit déboucher autant que possible sur des propositions d'ajustement. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo consacrée aux étapes projet. Donc merci de l'avoir regardé. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.